Bonjour. Après que nous avons vu les principes et les notions de la génétique et de la biologie moléculaire, je vais entamer les aspects appliqués de la biologie moléculaire, c'est-à-dire tout ce qui est extraction de l'ADN, électrophorèse, PCR, clonage, transformation, etc., par des présentations séparées au fur et à mesure. Alors, je commence par la première étape qui est l'extraction de l'ADN. Alors, bien évidemment, il n'y a pas un protocole universel pour tous les organismes vivants. Alors, vu que les constituants cellulaires chez les animaux ne sont pas les mêmes chez les végétaux, et de même pour les prokaryotes. Du fait que les cellules animales, par exemple, ne contiennent pas de parois rigides comme chez les végétaux, et de ce fait, donc, il y a plusieurs protocoles qui sont adaptés à chaque type de cellule ou tissu à partir duquel on veut faire l'extraction de l'ADN. Alors, dans cette partie, je vais essayer de parler seulement de deux protocoles d'extraction. Alors, le premier, l'extraction de l'ADN à partir d'un organe humain, et le deuxième à partir de feuilles de plantes. Je commence par le premier protocole et on va prendre comme exemple le foie. Alors, la première étape consiste à découper un petit morceau de l'organe à partir duquel on veut extraire l'ADN. Alors ce petit morceau va être broyé et doucement homogénéisé dans une solution de tampon à une température de 0 à 4 degrés. Alors après, l'homogénat va être filtré pour éliminer euh, tous les morceaux de tissu et les cellules qui sont encore intactes. Alors après, on centrifuge le filtrat à une force centrifuge relative de 600 G. Alors cette étape consiste à récupérer le kilo. En fait, donc après centrifugation, on va avoir deux phases, donc phase de surnageant et le kilo. Alors, on va s'intéresser à cette phase, le kilo qui contient les noyaux cellulaires qui renferment l'ADN. Une fois on récupère les noyaux qui contiennent l'ADN, et bien l'étape suivante, c'est d'éclater la membrane nucléaire, la membrane des noyaux, pour faire sortir l'ADN. Et ça, on peut le faire en utilisant un mélange de détergents, SDS ou bien Sarkozy, en présence de protéinase K. Alors le détergent, il va nous servir pour détruire les membranes, et la protéinase, donc pour dégrader les protéines qui sont associées à l'ADN. Après une centrifugation à grande vitesse, donc dans le tube, on obtiendra trois phases ici. Alors le surnageant, bien la phase aqueuse qui contient l'ADN avec les autres acides nucléiques. Et puis il y a au milieu une interphase. Alors cette interphase, elle contient les protéines. Le kilo, il contient le reste, des débris et le reste de la centrifugation. Le reste de membrane nucléaire, etc. Alors bien sûr, cette étape d'extraction se fait en présence de phénol. Alors après récupération sur un agent qui contient, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ADN et les autres acides nucléiques, l'étape suivante, c'est la précipitation en éthanol à froid. Après, il faut donc, pour séparer l'ADN des autres acides nucléiques, il faut faire ce qu'on appelle une centrifugation en gradient de chlorure de césium. Le principe de la centrifugation en gradient de chlorure de césium est couramment utilisé en biochimie, finalement pour séparer ou bien analyser des fractions de différentes molécules dans une solution donnée. Et le chlorure de césium est souvent utilisé pour séparer les fractions des acides nucléiques. Alors très brièvement, dans un tube, une solution de chlorure de césium de densité donnée, soumise à une force de gravité intense, forme spontanément un gradient de densité continue. Alors les acides nucléiques ajoutés à la solution vont se placer au cours et à la fin de la centrifugation dans la zone du gradient dont la densité est la même que la leur. Alors finalement, on obtient un tube qui contient
différentes fractions selon la densité des molécules. Alors, les molécules ou bien les particules de densité élevée se situent en bas et de densité faible se trouvent en haut. Alors finalement, pour dire que la centrifugation en gradient de chlorure de césium sépare les macromolécules en fonction de leur densité. Alors il y a une autre méthode qui est la sédimentation en gradient de saccharose qui sépare, c'est le même principe, sauf que la séparation des macromolécules en solution se fait en fonction de leur masse moléculaire et non pas de leur densité. Le deuxième protocole d'extraction d'ADN à partir de feuilles de plantes est un peu différent de celui qu'on vient de voir, vu que les cellules végétales sont pourvues de parois pectocellulosiques rigides. Et donc la première étape de l'extraction consiste à faire la destruction de cette paroi par lyse mécanique. Alors pour cela, on utilise un simple mortier pour les feuilles fraîches ou bien un broyeur à billes pour les feuilles lyophilisées. Alors après ajout du tampon d'extraction, le broyat est filtré, puis incubé dans un bain-marie, à 65 degrés sous agitation. Alors après refroidissement de l'extrait dans la glace pour subir une sorte de choc thermique, on ajoute un mélange chloroforme alcool isoamylique sous agitation bien sûr pour détruire les membranes et éclater les noyaux qui contiennent l'ADN. Ensuite, on fait une centrifugation à 13 000 rotations par minute pour séparer l'ADN des autres constituants cellulaires. Et finalement, dans le tube, on obtient trois phases. Alors, phase aqueuse qui contient l'ADN et les ARN, phase intermédiaire qui contient les protéines et un culot qui contient les débris cellulaires. Alors, on s'intéresse au surnageant qui contient l'ADN, donc on fait une récupération de ce surnageant pour les étapes suivantes. Une fois on a récupéré le surnageant dans un autre tube Eppendorf, on ajoute les isopropanols préalablement refroidis à moins 20 degrés pour précipiter l'ADN. Après incubation à 4 degrés pendant 1 heure, on fait une centrifugation à 13 000 rotations par minute à 4 degrés. Et comme ça, dans le tube, on a deux phases, on a un surnageant et un culot. On élimine le surnageant et on récupère le culot qui contient de l'ADN. Ensuite, on fait un lavage 2 fois à l'éthanol pour éliminer les sels et on ajoute le tampon TE pour conserver à 4 degrés. La dernière étape consiste à la purification de l'ADN. C'est une étape qui consiste à dégrader les ARN en ajoutant une enzyme, l'aérénase. Et puis, on ajoute aussi le NaCl pour conserver la forme bicaténaire de l'ADN. Après lavage 2 fois par éthanol et séchage, on ajoute le tampon TE. Et finalement, on a un ADN pur qui va être par la suite utilisé dans une analyse moléculaire. Une fois on a terminé avec l'extraction, je dois faire une évaluation quantitative et qualitative de l'ADN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je dois savoir la quantité d'ADN que j'ai dans mon échantillon que j'ai extrait au début, pour savoir est-ce que j'ai suffisamment d'ADN pour faire une telle analyse moléculaire, et aussi une évaluation qualitative pour savoir l'intégralité de mon ADN, c'est-à-dire est-ce qu'il est dégradé ou pas, parce que finalement je ne peux pas faire par exemple une PCR si mon ADN est dégradé. Pour l'évaluation quantitative, je la fais par dosage de l'absorbance au spectrophotomètre, sachant que les acides nucléiques absorbent à une longueur d'onde de 260 nanomètres et les protéines à 280. Donc je fais le dosage à 260 et je note la valeur de l'absorbance, sachant que on estime une unité d'absorbance correspond à 50 microgrammes par ml d'ADN double bras. Ça d'une part. D'autre part, je dois aussi évaluer la pureté de mon ADN, c'est-à-dire est-ce que j'ai un ADN qui est pur ou bien il est contaminé avec d'autres constituants bien composés comme les protéines ou bien les ARN. Alors pour cela, je fais un deuxième dosage à une longueur d'onde
de 280 nanomètres pour savoir le rapport A260 sur A280. Ici, j'ai une valeur qui est inférieure à 1,85, donc mon ADN il est contaminé par des protéines. S'il est supérieur à 2, j'ai une contamination probable par des ARN. Entre les deux valeurs, je suis sûr que j'ai un ADN qui est pur. Mais il faut faire attention à ce que la spectrophotométrie ne donne aucune information sur la qualité de l'ADN. Pourquoi? Parce que même si l'ADN est dégradé, les bases azotées sont encore présentes et donc elle absorbe elle-même à 260 nanomètres. Pour que je sois sûr de la qualité de mon ADN et de son intégralité, on fait ce qu'on appelle l'électrophorèse sur gel d'agarose. Alors c'est une technique qui permet de visualiser l'ADN sur gel d'agarose. Alors le principe de cette technique, c'est que dans une cuve d'électrophorèse, elle contient une solution d'électrolyte qui recouvre tout le gel, qui assure aussi la conduction du champ électrique. On met le gel d'agarose qui contient des puits dans lesquels on dépose les échantillons d'ADN. Et sous l'effet du champ électrique, donc les fragments d'ADN migrent du pôle négatif vers le pôle positif et comme ça, à certains moments, les fragments d'ADN ils sont séparés selon leur taille. Alors un peu de détail de ce qui se passe dans le gel d'agarose. Alors l'ADN extrait est déposé dans le puits de gel qui se trouve à côté des cathodes, donc le pôle négatif. Et puisque les acides nucléiques ils sont chargés négativement, donc ils migrent vers le pôle positif. Alors, et finalement, après donc migration de l'ADN, à un moment, sur le gel, on obtient des bandes d'ADN, des fragments d'ADN sous forme de bandes. Ces bandes qui sont situées à des niveaux différents. Alors les plus gros fragments migrent peu, comme celui-là, et les fragments de petite taille, donc ils migrent beaucoup plus dans le gel. Une fois on arrête l'électrophorèse, on peut récupérer le gel d'agarose pour faire la visualisation, ou bien la révélation des bandes ADN qui ont cet aspect-là, aspect fluorescent rouge-orangé, bien sûr en présence d'un agent intercalant d'ADN qui est souvent le bromure d'éthidium. Alors lors de l'électrophorèse, je peux par exemple utiliser un échantillon de mon ADN et puis à côté, on utilise un marqueur de poids moléculaire dans les fragments d'ADN, on connaît leur taille en paire de bases. Alors ça pour estimer la taille des bandes d'ADN qui migrent lors de l'électrophorèse. Et finalement, si j'obtiens une révélation comme celle-ci, avec le marqueur de poids moléculaire et des bandes bien claires, donc j'ai finalement un ADN de bonne qualité. Par contre, si j'ai une révélation qui montre un smear comme celui-ci, donc mon ADN est dégradé. Alors une fois mon ADN est prêt, c'est-à-dire que je connais la quantité que j'ai et que je suis sûr que mon ADN est de bonne qualité, je peux passer à l'étape suivante qui est la recherche du gène d'intérêt pour faire une amplification par PCR. Alors qu'est-ce qu'une PCR? Eh bien c'est une réaction de polymérisation en chaîne qui est une technique qui permet de produire ou bien d'amplifier dans des conditions de laboratoire un fragment d'ADN ou bien un gène dans une solution qui contient tous les ingrédients nécessaires pour cette réaction de polymérisation, y compris les amorces spécifiques à ce fragment d'ADN et qui sont des amorces nécessaires pour le démarrage du travail de l'ADN polymérase qui va assurer l'élongation des brins nouvellement formés et qui sont des brins complémentaires aux brins matrices, bien sûr en présence de nucléotides qui sont à la base de cette formation. Donc finalement, c'est un travail qui ressemble au travail d'une photocopieuse qui permet de produire plusieurs copies d'un texte dans un temps qui est assez rapide. Pour les étapes de la PCR, il faut retenir une chose qui est très importante, c'est que les réactions de polymérisation se font
en plusieurs cycles qui se répètent depuis le début jusqu'à la fin de la réaction. Alors ces cycles, ils sont programmés dans un thermocycleur qui contient un écran pour choisir les températures de dénaturation, la température de renaturation et la température d'élongation. Alors bien sûr, ce choix des températures se fait en fonction de la constitution nucléotidique des fragments amplifiés. Et on peut même déterminer le nombre de cycles à réaliser. Alors tout cela se fait au niveau de ce thermocycleur et c'est lui qui fait tout le reste du travail. Je reviens pour dire que la PCR est une succession de cycles et chaque cycle se fait en 3 étapes. Alors, la première étape, c'est la dénaturation. La deuxième, c'est la renaturation. La troisième, c'est l'élongation, ou bien l'extension. Alors pour la première étape qui est la dénaturation, c'est une étape durant laquelle on chauffe la solution pour permettre aux brins d'ADN de se séparer, donc séparer finalement les 2 brins d'ADN. La deuxième étape qui est la renaturation consiste à un refroidissement de la solution. Alors ce refroidissement va permettre aux amorces spécifiques de se fixer aux extrémités de la séquence à amplifier. Alors après, il y a la troisième étape qui est l'élongation, c'est tout simplement l'ajout de nucléotides pour que l'ADN polymérase assure l'élongation des 2 brins complémentaires au brin matrice. Alors finalement, à la fin du premier cycle, on obtient 2 molécules d'ADN. Alors ces 3 étapes se répètent de la même façon durant le deuxième cycle pour aboutir à la formation de 4 molécules. La même chose pour le troisième cycle. On obtient 8 molécules, dont 2 correspondent bien aux séquences qu'on cherche, bien à la séquence qu'on veut amplifier. Et donc, pour dire que ce n'est qu'à partir du troisième cycle qu'on obtient les premières séquences cibles. On va voir ça en détail par la suite. Alors ça, j'en passe pour parler directement de la première étape du premier cycle de la réaction PCR qui est la dénaturation de l'ADN. Alors une fois que je mets mon échantillon dans le thermocycleur, bien sûr l'échantillon qui contient tous les ingrédients nécessaires pour la réaction PCR, et bien le thermocycleur augmente la température à 95 degrés pour séparer les 2 brins d'ADN. Alors voici un exemple d'un ADN. Et voilà la séquence que je veux amplifier. Alors en augmentant la température à 95 degrés, les 2 fragments, ou bien les 2 brins, ils se séparent et s'éloignent l'un de l'autre pour aboutir finalement à 2 brins d'ADN qui sont dénaturés. Une fois les 2 brins d'ADN sont séparés, et bien la deuxi'ème étape, c'est l'hybridation des amorces. Tout simplement, c'est la fixation de petites séquences aux extrémités 5'. Ces séquences ou bien ces amorces, ils sont nécessaires pour le démarrage de l'ADN polymérase. Notons que cette étape se fait à une température Tm qui est spécifique à chaque amorce et qui diffère d'une amorce à une autre, bien sûr en fonction du nombre et du type de nucléotides qui les constituent. Pour la dernière étape du premier cycle de PCR, c'est l'élongation, qui consiste à une étape de synthèse des brins complémentaires, des brins matrices, bien sûr après fixation des amorces au niveau des extrémités 5' du gène à amplifier. Alors cette réaction d'élongation est assurée par une enzyme, la Taq polymérase. En fait, on sait que dans les conditions naturelles, à l'intérieur de la cellule, l'ADN polymérase qui assure l'élongation des brins complémentaires. Mais dans les conditions de laboratoire, où les températures sont élevées dans le thermocycleur, c'est pour cela qu'on remplace l'ADN polymérase qui ne tolère pas ces températures élevées par une enzyme très spéciale qui est la Taq polymérase. En fait, c'est une enzyme qui est extraite à partir de bactéries thermophiles qui vivent dans des eaux très chaudes. Et donc, c'est une Taq polymérase qui peut être active à température de 72 degrés. Alors tout cela dans l'objectif d'éviter la dénaturation de l'ADN polymérase.
Alors à la fin de cette troisième étape, le premier cycle prend fin pour déclencher un nouveau cycle de PCR. Maintenant, puisque la PCR est une succession de cycles de polymérisation de l'ADN, venons voir les produits de chaque cycle et à partir de quel cycle on obtient les séquences du gène cible ou bien du fragment amplifié. Alors, les produits du premier cycle de PCR, bien sûr, dans ce schéma, je ne vais pas présenter toutes les successions de nucléotides des brins d'ADN. Donc, l'ADN sera présenté par des lignes pour finalement alléger les diapos. Alors, après dénaturation des deux brins matrices, l'attaque polymérase, il va se fixer sur l'amorce à ce niveau et donc il va continuer l'élongation dans ce sens. Il va arriver à l'autre extrémité de la séquence cible, mais il ne va pas s'arrêter à ce niveau. Donc il va continuer. Donc lui, il fait l'élongation de manière automatique jusqu'à la fin du bras. De même pour le deuxième bras, donc il commence à partir de ce point et il va dans ce sens jusqu'à la fin du bras. Alors finalement, on obtient deux molécules d'ADN. Chacune contient deux parties. Alors une partie double brin, longue partie double brin, et une partie simple brin. Même chose ici. Alors après le deuxième cycle, donc on obtient 4 molécules d'ADN. Alors bien sûr 4 molécules après dénaturation, renaturation, élongation des brins du premier cycle. Alors donc comme ça, donc j'obtiens 4 molécules. Alors 2 molécules qui se ressemblent aux molécules produits du premier cycle et 2 nouvelles molécules, là en rouge, qui ont plus ou moins un aspect différent. Alors puisque cette molécule, ou bien ce produit formé à partir du brin 2, celui-là, alors elle présente une extrémité franche, là. En plus, cette séquence qui correspond bien à la séquence, à un brin de la séquence cible à amplifier. Alors comment j'ai obtenu par exemple cette molécule? Alors à partir de ce deuxième brin, l'attaque polymérase va se fixer ici et donc il va continuer l'élongation du brin complémentaire dans ce sens jusqu'à ce qu'il arrive à ce point-là. Donc finalement, on obtient 2 molécules d'ADN qui ont ces deux aspects différents par rapport à ces 2 molécules. Dans le troisième cycle de la PCR, et bien si je suis cette logique de dénaturation, renaturation, élongation, et bien à partir des 4 molécules obtenues dans le deuxième cycle, je vais obtenir 8 molécules dont 2 correspondent bien à mon gène d'intérêt ou bien le fragment cible à amplifier. Alors comment j'ai obtenu cette séquence? Et bien si je prends ce brin-là, donc l'attaque polymérase, il va se fixer à ce point et il va continuer l'élongation dans ce sens pour aboutir finalement à un fragment, à un gène que je veux amplifier. Alors ces produits vont ensuite se multiplier de façon exponentielle par rapport aux produits non souhaités. Les réactions de PCR continuent dans le quatrième cycle qui va donner 16 molécules dont 8 fragments correspondent bien au gène cible à amplifier. Alors de même pour le cinquième cycle qui va donner 22 fragments d'intérêt et ainsi que le nombre de séquences s'amplifie de cycle à un autre jusqu'à la fin de tous les cycles de la réaction PCR.